Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Donc je suis aujourd'hui avec Pascal de Clermont. Bonjour Pascal. Bonjour Alex et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, donc Pascal est l'un des seuls mentalistes en Europe qui exerce depuis 25 ans en tant que mentaliste professionnel. Tout à fait Alex. Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est le mentaliste? Donc, le mentalisme est un ensemble de disciplines mentales qui vont avoir pour but d'optimaliser les capacités mentales humaines. On va travailler sur 4 axes. L'axe du développement des capacités cognitives, tout ce qui est mémoire, visualisation, développement de la logique, communication, l'hypnose par exemple ou la PNL font partie de l'axe cognitif du mentalisme. Axe numéro 1. L'axe numéro 2, c'est le développement des capacités dites hypersensorielles. On prend nos 5 sens et on les étire comme du caoutchouc dans l'acuité et dans la capacité de perception, ce qui fait qu'on est capable de repérer dans les mouvements de la bouche, dans les mouvements de la respiration, dans les odeurs de la personne, dans les positions du corps, des micro-signes invisibles à l'œil de celui qui n'est pas entraîné pour détecter s'il ment, s'il dit la vérité, comprendre ses émotions cachées, ses émotions inconscientes. On est donc hypersensoriel, on utilise nos sens de manière hyper. Ensuite, troisième axe, l'axe le plus mystérieux des mentalistes, c'est ce qu'on appelle les subnormalités. C'est l'extrasensoriel. Après avoir tout à l'heure dans le deuxième axe travaillé sur l'hypersensoriel, c'est-à-dire étirer l'acuité de nos sens classiques, vue, ouïe, goûter, toucher et odorat, on va maintenant utiliser d'autres sens. C'est pour ça que c'est extrasensoriel dans cet axe numéro 3, qui vont être justement ceux qui servent tellement bien aux entrepreneurs, comme l'anticipation, la capacité d'influencer dans tous les sens et la capacité de communiquer mentalement. Et enfin, le quatrième et dernier axe du mentalisme, c'est un petit peu la réconciliation du corps et de l'esprit, le in corpus et le in spiritu. Ça passe par une meilleure gestion du sommeil, de l'alimentation, de la respiration, de la méditation, de la gestion des émotions, du contexte social, enfin tout pour faire en sorte que la machine soit au meilleur, tout pour faire en sorte que la machine soit dans les meilleures conditions possibles et imaginables pour transporter ce cerveau surdéveloppé. D'accord. Le mentalisme, point très important, est à la portée de tout le monde, de la même manière qu'on peut faire du foot, qu'on peut faire du dessin. Certains seront plus doués que d'autres, mais tout le monde peut à chaque instant utiliser ses capacités pour exploiter beaucoup mieux ses propres pouvoirs, un petit peu comme un trésor qui sommeillerait en lui, dans des proportions variées selon la personne, mais c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Donc pour toi, c'est une compétence que chacun peut acquérir et même les compétences notamment d'anticipation, de communication, telles que tu l'as précisé tout à l'heure. Alors, Alex, tu as raison de parler de compétences. On va discerner 3 choses. On va discerner l'inné, l'acquis et l'environnement dans lequel on peut exercer ses capacités. Donc, il y a effectivement un facteur inné, mais c'est vrai pour tous. Certains seront des meilleurs dirigeants, certains seront des meilleurs coureurs. Par exemple, une personne qui fait 1,60 m aura du mal à faire volleyeur ou basketteur. Quelqu'un qui est extraordinairement musclé, qui fera par exemple un parfait haltérophile, aura du mal à faire jockey. Donc on a tous un inné avec lequel on est, un inné qu'on reconnaît physique. Certains correspondent à certains critères de beauté plus ou moins, certains ont une musculature différente, certains ont d'autres facilités physiques. Maintenant, c'est la même chose pour l'intellectuel, c'est la même chose pour le mental, c'est la même chose pour l'acuité de perception. On a tous des différences et on va pouvoir les utiliser. Donc chacun peut utiliser le mentalisme, chacun peut acquérir ses compétences et les travailler, mais l'inné va compter. Ensuite, on a l'acquis. L'acquis, c'est ce qu'on apprend, qui va effectivement être aussi un petit peu dépendant de l'inné. La facilité avec laquelle on va acquérir tout ça va dépendre de l'inné. Et enfin, troisième point, le contexte pour les employés et s'exercer. Sans contexte, sans environnement où on peut tester sa capacité, on a beaucoup de difficultés à exploiter l'inné plus l'acquis. Quelqu'un qui est par exemple très bon en communication et qui est plein de super techniques, s'il est tout seul sur une île déserte où il est dans un endroit où il ne parle pas un mot, où il voit 2 personnes par semaine uniquement, va avoir beaucoup plus de mal à utiliser ça que quelqu'un qui croise 200 personnes par jour, par exemple. Donc, l'environnement. Ce qui veut dire qu'en termes de compétences, et ça sera utile dans tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va développer en mentalisme, on va travailler sur l'inné pour déterminer quelles sont nos facilités, vos facilités, pour les exploiter et puis aussi combler les points faibles. On va les renforcer par des acquis bien puissants, bien costauds, précis, mesurables et pratiques. Et enfin, on va se débrouiller pour avoir l'environnement, pour pouvoir les utiliser, s'exercer, les conserver et développer ses capacités. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu viens de décrire. Est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, ton histoire et ton activité, ce que tu fais justement?
Alors, on va dire Pascal de Clermont, mentaliste de naissance, comme diraient certains, enfin plus ou moins tombé dedans dès que j'étais très jeune, avec des capacités reconnues comme extrasensorielles au psy depuis que je peux me souvenir avoir eu des capacités, même si ce n'est pas la première chose que l'on découvre sur soi, puisqu'en tant qu'enfant, on a l'impression que c'est quelque chose qui est la même chose pour tout le monde. Et ben non, on apprend que c'est pas normal de pouvoir influencer, c'est pas normal de pouvoir communiquer, c'est pas normal de pouvoir entendre mentalement ce que pense la maîtresse, c'est pas normal de pouvoir anticiper ce qu'elle va me donner comme leçon à apprendre, comme rédaction le lendemain. Ça, on me l'apprend alors que je suis tout petit, parce que pour moi, c'est normal. C'est pas normal de soigner avec les mains, c'est pas normal, tout ça. Pour un enfant de 5 ans ou de 7-8 ans. Donc au départ, on a des capacités, on les utilise, et puis les adultes m'apprennent que ce n'est pas tout à fait classique. Donc je développe un parcours là-dessus, j'ai toujours fait que ça, avec des études scientifiques, et je suis devenu, donc, il y a à peu près 27 ans maintenant, mentaliste professionnel, et j'ai déclaré ça à l'INSEE, personne n'avait entendu parler de mentaliste, et je suis donc devenu l'un des plus jeunes mentalistes, d'ailleurs à l'époque, longtemps, le plus jeune mentaliste du monde, professionnel. Et voilà, que dire de plus qu'après ma carrière m'a amené à travailler aussi bien pour des ministères que pour des présidences, que pour des sportifs de haut niveau, que pour des athlètes olympiens, que pour des artistes connus, que pour des diplomates, que pour des gens qui ne sont pas des gens publics, que pour des négociations d'industrie ou des choses comme ça. Voilà. Ok. Et aussi, on peut dire, pour d'autres services gouvernementaux, puisque tout ce qui a été renseignement et police s'est intéressé et s'intéresse encore beaucoup à ces techniques-là. Et nous avons d'ailleurs une formation en Suisse qui est assez orientée dans ce domaine-là. Et simultanément, on sait que j'ai régulièrement des policiers ou des gens de différents services dans mes formations. Écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je pense que nos auditeurs connaissent tous la série Le Mentaliste, où Patrick Jen est joué par Simone Baker. Pour toi, justement, quelle différence tu fais entre le mentalisme qu'on peut voir à la télé et le mentalisme tel que tu le pratiques, tel que tu l'exerces? Alors, déjà, on va poser des bases sérieuses. Enfin, on va dire le public. Alors, le mentalisme jouit aujourd'hui à la fois d'une image très intéressante, mais il y a aussi des petits sagouins et des petits sauvages qui, depuis à peu près une centaine d'années, ont piqué l'image du mentalisme. Je vais m'expliquer. Le mentalisme date globalement de 1740. On le considère comme le creuset des disciplines de développement personnel. On arrive de 1500 à 1600, on est en pleine inquisition, on brûle tout ce qui n'a pas l'air tout à fait normal. 1600-1700, on a une grosse montée de la science, on arrive vers 1700, on va avoir le siècle des Lumières, mais ils ne le savent pas encore, parce qu'ils n'ont pas anticipé. Et c'est qu'après qu'on appellera ça le siècle des Lumières, d'ailleurs. Donc, on trouve un être humain qui est en gros coincé entre le in corpus, qui est la science très mécaniste, qui n'explique que ce qu'elle a pu disséquer, démonter, et de l'autre côté, tout ce qui échappe à cette science très mécanique, mécaniste, on va trouver le in spiritu, l'Église, qui met le veto sur tout ce qui lui déplaît et le décrète maléfique. Donc, au final, l'homme n'a aucune capacité de développement. On a une école de pensée philosophique qui commence à dire l'homme a des capacités dans sa tête, dans son mental. Ça n'appartient pas à la science qui n'a pas encore réussi à démonter le cerveau, donc ce n'est pas mécaniste, mais ça n'est pas du tout maléfique ou bénéfique parce que ce n'est pas divin et extérieur à l'homme, c'est donc dans l'homme, au centre, entre la science mécaniste et entre l'Église, donc entre l'in corpus et l'in spiritu. C'est donc dans le in mentis. Mentis, c'est un mot qui date du XIVe siècle, qui veut dire raisonnement, logique, intelligence. De in mentis, on arrive à mentalisme. Et là, cette école de pensée amène le développement personnel en Occident, que l'on soit bien clair là-dessus. En Occident, en Orient, ça fait très longtemps qu'ils étaient dedans. Donc, voilà arrivé vers les années 1740 les premiers écrits sur le mentalisme, discipline qui consiste à développer les capacités mentales de l'être humain en dehors du religieux, en dehors de la science purement mécaniste. À partir de là, va venir se greffer des disciplines comme le magnétisme, l'hypnose et tout ce genre de choses, parce qu'on ne les brûle plus. Le magnétisme existait avant, mais c'était considéré comme sorcellerie. L'hypnose existait avant sous d'autres formes, mais c'était considéré comme sorcellerie aussi. On se retrouve donc dès 1740 avec une discipline qui englobe ces capacités mentales humaines qui ne sont pas spirituelles, qui ne sont pas religieuses, qui ne sont pas mystiques, qui donnent à l'homme une forme d'universalité par sa tête. Donc ça, c'est le mentalisme qu'on appellera
originelle. On est donc tranquille jusqu'à à peu près 1900, ou plus exactement 1898, où Victor Mauroy, un auteur, va publier Le pur esprit ou le mentalisme absolu. 3 tomes assez indigestes qui reprend tout un ensemble de philosophies depuis les Égyptiens, depuis Socrate jusqu'à la philosophie, la théosophie chrétienne et catholique, et qui va passer vraiment en revue tous les mystiques pour tirer, et ce, afin de tirer des principes de base dont l'idée clé est que l'univers que l'on perçoit est une représentation mentale. Ce bouquin, qui est en 3 volumes, assez grand, ça représente à peu près ça, est absolument illisible. Un petit malin du nom de Victor Seignaud va, dans les années 1900, créer un livre beaucoup plus facile à lire, qui s'appelle « La loi du mentalisme ». Ce livre va faire le tour du monde en à peu près, on va dire, 2-3 ans. Il est publié en français en à peu près une trentaine de langues. C'est le premier best-seller de l'époque. Et il reprend tous les principes de Mauroy et du mentalisme, mais de manière très condensée. C'est un tout petit livre, très facile à lire. Et là, ça y est, on a une étape. Le mentalisme devient connu, je dirais, mondialement. À partir de là, on va commencer à souffrir un petit peu en tant que mentaliste parce qu'il y a, en même temps que les mentalistes de consultation, il y a aussi les mentalistes de spectacle, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser leur capacité un peu soit extrasensorielle, soit hypersensorielle, soit leur capacité de mémorisation, soit leur capacité d'influence, les utiliser en spectacle, faisant une grande concurrence à l'époque aux magiciens, aux prestidigitateurs illusionnistes, qui vont très vite essayer d'imiter les mentalistes, et là va commencer un petit peu pas la guéguerre, mais un petit peu l'antinomisme qu'il y a entre les deux professions. Donc à partir de cette époque-là, en 1905, il y a des illusionnistes qui font ce qu'on appelle à l'époque du pseudo-mentalisme. Ils imitent les mentalistes, un petit peu comme quand ils découpent une femme en 3 avec des lames, ils imitent un chirurgien qui couperait une femme et la réparerait. Et progressivement, ça va aller de mal en pis, jusqu'à qu'on arrive aujourd'hui à une étape où beaucoup de spectacles qui sont du divertissement, pour certains très sympathiques, pour d'autres très peu sympathiques, va donner un mélange entre mentalisme de scène, avec des tours de magie, avec des compères, des vidéos, des trucages, des ficelles. C'est très sympathique en divertissement, mais cela n'a strictement rien à voir avec le véritable mentalisme originel de développement personnel qui consiste à optimaliser les capacités mentales humaines et non pas faire des pseudo-exploits à l'aide de trucages. Donc il est très important de différencier les deux. Bien évidemment, la plupart des véritables mentalistes sont aussi formés aux techniques utilisées par les illusionnistes, tout simplement parce qu'une partie de notre travail consiste aussi à expertiser des phénomènes pour des laboratoires, et l'idée de ne pas se laisser berner par le premier fraudeur venu. Donc on connaît toutes ces techniques de manipulation aussi. Mais bien se rappeler qu'un magicien sur scène qui fait du pseudo-mentalisme n'a rien à voir avec un véritable mentaliste. Donc revenons à notre ami Patrick Jane. Patrick Jane est une série très sympathique. Il faut savoir que, enfin plutôt le mentaliste est une série très sympathique, un personnage sympathique. Il faut savoir que cette première série a été énormément pilotée par le groupement mondial des mentalistes, dont 2 membres étaient assistants et conseillers pour les scénarios, pour la série 1, la saison 1, la saison 3 et certaines autres séries. Donc on a vraiment une grosse empreinte du véritable mentalisme dans cette série. Personnellement j'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Patrick Jane, dans la série, utilise 2 des capacités du mentaliste. L'axe de super-perception, donc d'hyper-perception, il repère les petits mouvements, les gestes, les petits clignements d'yeux, les émotions qu'il sait découvrir et déceler alors que la personne n'a même pas encore conscience qu'elle a son émotion, ce qui est très utile en business quand on fait une négociation, de voir avant la personne quelle est son émotion, des émotions dont elle n'a même pas conscience des fois et qu'elle essaye de réprimer. Et il va utiliser aussi sa grande capacité de déduction et de communication avec de l'hypnose, là aussi technique royale en négociation quand on veut monter une entreprise ou acheter des produits ou en vendre. On a donc là 2 axes du mentalisme qui sont parfaitement exploitables et qui sont très utilisables et utilisés par les entrepreneurs à succès, par les communicants à succès, aussi bien que par les coachs. Il y a donc le mentalisme qu'on peut utiliser en thérapie, en coaching d'accompagnement et en business. Très bien, en tout cas merci pour ces précisions. Typiquement, concrètement, pour les entrepreneurs, pour les personnes qui veulent se lancer,
comme bon, tu t'as donné déjà quelques pistes de réflexion sur comment ça peut aider les entrepreneurs. Tu as parlé notamment de la compétence hypersensorielle, l'anticipation, la communication. Donc c'est des axes que les personnes peuvent travailler, mais comment justement elles peuvent travailler ces compétences-là si elles souhaitent se lancer, si elles souhaitent créer leur entreprise ou être de meilleurs négociateurs lors d'une vente. Est-ce qu'on est, tu as parlé aussi de dîner, est-ce qu'on est tous, on peut renforcer tous les mêmes compétences, puisque tu as dit typiquement que Patrick Jane a utilisé deux axes du mentalisme, mais est-ce que c'est propre à chacun, et si oui, comment déceler les points forts que l'on a en nous, voilà. Donc, comment toi tu perçois tout ça? Quelles sont les techniques qui peuvent aider les personnes qui se lancent et qui veulent développer leurs compétences? Bon, une bonne question qui demande une réponse très complète. Alors, déjà, on va différencier deux choses. Le travail du contexte et du background de la personne elle-même. Il est évident que pour être au top de ses capacités mentales et physiques, il va falloir travailler sur le sommeil, la respiration, la méditation, l'alimentation. L'alimentation, ça paraît un truc, un entrepreneur travailler sur l'alimentation. Quel rapport? Et pourtant, en fonction de l'alimentation, le cerveau est plus ou moins alimenté en oxygène, plus ou moins alimenté en capillaires. Les capacités de mémoire, la formation et la déformation des neurones va dépendre aussi des neurotransmetteurs, de l'alimentation. Donc l'alimentation, c'est vraiment ce qui nous crée. Mais il y a aussi la respiration. Il y a encore le sommeil, il y a la respiration, il y a la méditation, il y a le travail sur ses émotions. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'un entrepreneur stressé, qui est sous le coup de ce qu'on appelle du cortisol, en termes d'hormones, voit ses neurones complètement rabougris progressivement et tués. Et on ne parle pas d'image, le neurone meurt. Toutes ces liaisons sont découpées progressivement et il meurt, tout simplement parce que l'entrepreneur est trop stressé, parce qu'il est sous une hormone de stress, dite le cortisol. Et avec le stress chronique qu'on a aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans cet état alors qu'il suffit d'un peu de méditation, d'une alimentation adéquate, d'un bon sommeil pour enlever tout ça. Donc déjà, on va fabriquer, on va donner à l'entrepreneur toutes les capacités de base. Ça, c'est ce que j'appelle devenez la meilleure version de vous-même, qui est expliqué parfaitement dans le bouquin éponyme Devenez la meilleure version de vous-même aux éditions du Moment. Donc là, on met la base, on met un programme que la personne peut travailler elle-même, que ça soit à l'aide du livre, que ça soit en venant en stage ou en formation qui ont lieu dans tous les coins de France, de Navarre, de Suisse, de Belgique, de Luxembourg et de Québec. On a des formations en BVM qui sont données par mes élèves agréés. Voilà. Donc là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un inné fabuleux, c'est remettre en état le véhicule. Et on peut remettre en état une Twingo comme on peut remettre en état une Ferrari. Donc, c'est vraiment vous donner les meilleures capacités, faire en sorte que la machine soit au top, aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Par exemple, le simple fait de marcher tous les jours, ne serait-ce que 20 minutes, ça peut sembler rien, mais qui, au-delà de réoxygéner le cerveau, qui est un point très important, ça amène à la fabrication d'une hormone qu'on appelle la DHEA, qui est faite par l'activation du mouvement des cuisses et qui est une hormone mère qui empêche le vieillissement, qui retarde la dégénérescence cellulaire, la dégénérescence mentale, qui est l'hormone de base de beaucoup d'hormones. C'est celle dont on manque dès qu'on commence à arriver dans les 30 ans. Donc simplement en marchant. Donc il y a tout un ensemble de choses à savoir pour faire en sorte qu'on soit au top. Ça ne veut pas dire devenir des sportifs de haut niveau qui travaillent 4 heures ou 6 heures de sport par jour, non. C'est simplement se donner le temps de bien manger, de bien marcher, de faire des petites choses qui vont mettre la machine au taquet pour qu'on travaille bien, vite, efficacement et pas forcément plus longtemps, même je dirais moins longtemps parce qu'on est efficace. Donc ça c'est la base. Ensuite, il va y avoir le développement de capacités et de compétences, soit des compétences propres à soi qui vont être là pour régir nos émotions. On va optimaliser sa mémoire, on va optimaliser sa capacité de parler en public, la maîtrise de ses émotions, tout ce genre de choses, pour éviter le trac, par exemple. Ça, c'est un type d'optimisation qu'on fait en formation. Ensuite, il y a les choses qui vont être un peu plus parallèles. Des techniques que j'enseigne par exemple en formation qui vont être exploitées aussi bien par des avocats que par des gens qui font de la négociation d'entreprise ou de kidnapping, aussi bien que des joueurs de poker professionnels. Par exemple, la capacité de déceler l'émotion chez un client, d'arriver à savoir s'il ment, s'il dit la vérité, à quel moment il hésite, quelle émotion il ressent, quelle émotion il veut cacher,
À la fois, ça permet de pouvoir beaucoup mieux cartographier la personne qu'on a en face, qu'est-ce qu'elle pense réellement, savoir où appuyer ou ne pas appuyer. Il ne s'agit pas de dire manipuler, il s'agit plutôt de communiquer beaucoup plus finement, déceler ses intentions cachées, déceler quand il nous dit un budget s'il peut monter plus haut ou si c'est le taquet, déceler s'il va faire ce qu'il dit ou pas. Et simultanément, lorsqu'on sait le déceler chez quelqu'un, on sait aussi éviter soi-même d'envoyer ces messages. Parce que si le mentaliste apprend à déceler et à détecter ces micro-mouvements invisibles consciemment, beaucoup de gens le font inconsciemment. Cette espèce d'instinct, je sens qu'il me dit la vérité, je sens qu'il ne me dit pas la vérité, je sens que là le budget on peut aller plus loin. Cette espèce de petit truc empirique qu'on a certains jours, la plupart du temps c'est simplement la capacité inconsciente qu'on a à décoder ces petits comportements invisibles à l'œil conscient. En mentalisme, on apprend à le déceler de manière consciente. D'où l'avantage de pouvoir s'observer et d'éviter soi-même de les émettre pour être cohérent avec le message qu'on dit. Et de là, on devient beaucoup plus efficace en communication, beaucoup plus persuasif, parce que l'intégralité de notre personne envoie le même message. On sait qu'en communication et en persuasion, la plus grande des failles, la plupart du temps, c'est parce que la personne envoie un message volontaire au niveau de la parole, et tout le corps, tous les yeux, tout le reste envoie des messages complètement incohérents. On dira que la personne est incongruente, en termes qu'on aime à employer en communication, histoire de faire croire qu'on sait plus que les autres. On trouve toujours des termes. Donc, elle est simplement incohérente. Elle a d'un côté sa tête qui dit un truc, et tout le reste du corps, les yeux, les émotions qui disent autre chose. Ça, lorsqu'on le perçoit inconsciemment, eh bien, on n'a pas confiance dans son client, ou dans son fournisseur, ou dans son partenaire de négociation, ou dans son assistant, ou dans son patron, enfin la personne avec qui, ou dans sa femme, ou sa secrétaire. Enfin avec la personne avec qui on communique. Donc avoir la capacité de détecter, d'être un véritable détecteur de mensonges sur pattes. Ça peut aller aussi simplement que des intonations dans la voix, des changements d'odeur de la personne. Comment? Pourquoi les odeurs? Tout simplement parce que certains changements d'émotion provoquent des changements dans les surrénales et l'acidité de la peau change. C'est ce qu'un chien va sentir quand il sentira la peur, par exemple. C'est cette espèce d'acidité qui vient de l'adrénaline, en l'occurrence, dans ce cas-là. Donc même l'être humain a été fait pour le sentir, on a oublié, mais on peut réapprendre ça. Donc, en sachant observer et décoder ça, on se retrouve à avoir la capacité non seulement de mieux comprendre ce que l'autre veut vraiment, ce qu'il a profondément lui, ce qu'il cache, mais on est aussi capable de véhiculer un message persuasif, tout bêtement parce qu'on est en accord et on sait faire en sorte de se corriger sur les petits signes qui pourraient trahir le fait qu'on n'est pas sûr du budget ou que l'on n'est pas sûr de ce qu'on va faire ou qu'on a une confiance limitée ou comme dans tout business, il y a des parties qui sont à dire et d'autres parties qui sont cachées, même si l'idéal est de travailler sur le win-win, le gagnant-gagnant. Ça, c'est une autre des optiques que peut avoir le mentaliste. Justement, j'ai une question par rapport à ça, puisque moi j'ai fait un peu de PNL pendant un an, et ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait trois types de personnes, entre guillemets, des personnes qui sont plus visuelles, d'autres auditives, d'autres kinesthésiques. De ce que moi j'en comprends par rapport à ce que tu dis, c'est que ce qu'on développe dans le mentalisme, c'est vraiment le côté hypersensoriel, essentiellement. Est-ce que c'est plus destiné à des personnes qui ont ce côté kinesthésique, donc, que des personnes qui ont plus des compétences visuelles, qui sont plus axés sur le visuel et l'auditif? Ça s'adresse à tout le monde puisqu'on dit hypersensoriel, ce qui veut dire qu'on va développer une meilleure acuité dans les 5 sens, aussi bien visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, etc., etc. On va travailler sur les 5 sens. Ça n'a donc aucun rapport avec si la personne est très visuelle, elle aura plus de facilité à percevoir le visuel. Si elle est kinesthésique, elle aura plus de facilité à percevoir plutôt le kinesthésique ou auditif. Bien qu'il faut faire attention parce que ça c'est une boîte uniquement de la PNL, mais si on va plus loin, si on fait quelque chose de plus avancé, on verra que ça se découpe encore en choses beaucoup plus fines que ça. Il y a les visuels internes, les visuels externes, et puis tout ça aussi, c'est pas un seul système. On a mis une seule boîte, voilà, on a mis une seule boîte pour ce système d'IVACOG, mais en vérité, ça se divise en 4-5 boîtes. Système d'entrée, 3 systèmes de conduction, un système de référence, et quelqu'un peut être à la fois visuel sur une boîte et kinesthésique sur une autre. Donc, on a trop rassemblé au départ en un seul truc pour simplifier. Mais on verra que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que
Aussi, une personne qui elle-même est très visuelle aura plus de facilité donc à repérer les signes visuels chez quelqu'un d'autre. Mais si son interlocuteur est quelqu'un de très visuel, on se rendra compte qu'il laissera passer beaucoup plus d'éléments inconscients dans l'auditif et dans le kinesthésique, parce qu'il le contrôlera beaucoup moins. Donc quand on repère un auditeur ou un partenaire de communication visuelle ou auditif, eh ben on va aller chercher des éléments dans le domaine dans lequel il est le moins fin, dans lequel il est le moins précis, auquel il est le moins adapté. Donc pour un visuel, on ira chercher dans le kinesthésique. Très souvent, le kinesthésique parle beaucoup, hein, donc les gestes, les mouvements. Mais quelqu'un qui est très auditif, on va regarder visuellement comment il se comporte. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas pour cette interview, ça a été un grand plaisir. Mais pour moi aussi, et puis j'espère que ça va apporter quelques idées. L'idée de base est de savoir que véritablement, je pense, on a un trésor en soi. Ce trésor, il suffit de gratter un peu pour le trouver. On a des capacités, on a des pouvoirs, on a des possibilités gigantesques, uniques. On n'a pas encore trouvé les limites de nos capacités. Les limites de ce qu'il y a à comprendre sont très très loin d'être les limites de ce qu'on a compris. On a en nous des outils fabuleux. Tous les jours, la science avance progressivement et montre à quel point notre cerveau est un outil extraordinaire. Toutes ces limites, on se les forme nous-mêmes. Toutes nos croyances, on les fait nous-mêmes. On s'auto-limite. En quelque sorte, ça serait quelqu'un qui penserait être affamé alors qu'il est assis sur un super repas. Quelqu'un qui penserait être hyper pauvre alors qu'il est assis sur un trésor. Il suffit de gratter un peu le sol, de savoir voir ce qu'il y a dessous et d'aller chercher tous ces trésors qu'on a en soi pour les utiliser. Le mentalisme, c'est ça, c'est réveiller ces pouvoirs qui sont en vous, libérer le génie qui sommeille en vous et exploiter tous vos trésors. Si c'est quelque chose qui vous dit, que ce soit à titre personnel, professionnel, ou bien les deux, ou bien spirituel, vous êtes les bienvenus dans la formation de mentalisme et de coaching mental. Je vous attends. Merci Pascal. Avec plaisir.